On vote, on vote, on vote, mais je me demande si ça a le moindre intérêt. Là, je vais vous donner un exemple. Vous savez, on a voté aux européennes. On peut dire que les Français, comme d'autres peuples, ont montré qu'ils n'étaient pas contents. C'est le moins qu'on puisse dire, je crois. Eh bien, en Europe, on s'en fout et tout continue comme avant. En fait, on a même un président Emmanuel Macron qui n'attend pas du tout que les législatives soient passées. On a une Ursula von der Leyen qui est confirmée à son poste par l'ensemble des chefs d'État et on a l'Ukraine qui adhère à l'Union européenne. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On a voté pour montrer qu'on n'était pas d'accord. Je pense que la plupart des gens, enfin des commentateurs, ont été d'accord pour dire que le vote qui a eu lieu en France comme dans d'autres pays, c'est un vote pour dire qu'on n'était pas d'accord sur la façon dont ça se passait, notamment en Europe. Je parle du vote européen, je ne parle pas des législatives. Marquer législative, c'est aussi pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont ça se passe en France. Il n'y a qu'à voir les résultats merveilleux du parti du président. Bon, on vote pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont ça se passe en Europe. Eh bien, on a à peine voté, mais à peine voté. Ursula a été reconduite. Vous le savez, vous l'avez peut-être pas entendu, mais les chefs d'État ont nommé Ursula pour qu'elle fasse un deuxième mandat. Elle doit maintenant passer devant le Parlement, mais que le Parlement refuse la personne qui a été choisie par les chefs d'État, je crois que ça ne s'est jamais vu. Donc Ursula va rester pour un nouveau mandat. Comme quoi, est-ce que c'était vraiment utile d'aller voter? Moi, je me pose de plus en plus la question. Et on a l'Ukraine. Non seulement l'aide à l'Ukraine continue de manière très forte, mais en plus maintenant, l'Ukraine adhère à l'UE. Ça devient absolument n'importe quoi. Et surtout, moi j'ai l'impression, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que on se fout totalement de la vie des peuples. Mais totalement. Parce qu'on pourrait se dire, bon, il y a eu le vote. Le vote est quand même pas hyper cool. On voit que les extrêmes, notamment droite, prennent de plus en plus de force en Europe. Donc, il y a une réaction négative à la politique menée. On va s'arrêter 15 jours, 3 semaines. On va réfléchir. On va se faire un petit séminaire. On va réfléchir à comment on fait pour satisfaire le peuple. On va réfléchir à qu'est-ce qu'a voulu dire le peuple, qu'est-ce qu'il nous a demandé. Pas du tout. Mais alors, mais pas du tout. Là, la réflexion, c'est juste, on n'en a rien à faire. Le peuple s'est exprimé, mais on s'en fout. On fait comme on a envie de faire. Regardez, moi j'ai trouvé ça incroyable. L'Union européenne a officiellement lancé mardi dernier à Luxembourg les négociations d'adhésion de l'Ukraine. Alors excusez-moi, je crois que c'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé l'article et j'aimerais... Oui, c'est Cricri, donc merci à Cricri qui m'a envoyé cet article. Je suis désolé, j'avais un peu de... Je ne me rappelais plus du nom. Cet événement a été qualifié d'historique aussi bien à Bruxelles qu'à Kiev. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je rappelle qu'avant la guerre, on ne voulait pas entendre parler de l'Ukraine à cause de la corruption, notamment à cause du fait que c'était une plaque tournante du trafic d'êtres humains et de drogue. Donc avant, à cause du fait que son président s'était fait choper dans les Panama Papers. Donc on ne voulait pas en entendre parler avant la guerre. Maintenant, maintenant, ça n'ira jamais assez vite pour que l'Ukraine fasse partie de l'Europe. Je rappelle juste que l'Ukraine, c'est pas un petit pays, c'est 40 millions d'habitants, donc ça va peser très lourd sur l'Europe, très très lourd, en termes politiques, mais également en termes du nombre de... en termes d'argent. Donc, tu m'étonnes que c'est historique. Je ne sais pas si la prochaine étape, c'est pas la Turquie, mais
Toutefois, le chemin qui mènera à une éventuelle intégration de l'Ukraine au sein des 27 est semé d'embûches. Ben oui, parce qu'il n'est pas du tout raccord avec les 27, l'Ukraine. Ça n'a rien à voir avec les 27. Le terme historique a été largement utilisé pour décrire l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Charles Michel, président du Conseil européen, et Volodymyr Zelensky, président ukrainien, ont tous deux souligné l'importance de cette étape. Denis Shmyhal, Premier ministre ukrainien, a affirmé qu'une Ukraine forte n'est pas possible sans l'UE. Et une UE forte n'est pas non plus possible sans l'Ukraine. Alors là, je vois pas. Là, honnêtement, une UE forte n'est pas possible sans l'Ukraine. Attendez, l'UE, le moment où elle était le plus forte, on va se parler honnêtement, hein. L'UE, le moment où elle était plus forte, c'était quand on était 12. Depuis que sous Jacques Chirac, on est passé à 27, c'est le bazar. Tout simplement parce qu'on avait déjà du mal à mettre 12 pays d'accord, mais en mettre 27, c'est complètement impossible. Donc, le moment où on a été vraiment fort, où vraiment on avait du poids face aux US, c'est quand on était 12. Passé à 27, on l'a perdu. Avec l'Ukraine, on n'en a plus aucun. L'Europe n'a pas besoin de l'Ukraine pour vivre. On peut déjà se demander est-ce que la France a besoin de l'Europe. Mais l'Europe n'a pas besoin de l'Ukraine. En fait, elle aurait même besoin de dégager pas mal de pays pour revenir à un tout petit échantillon d'Europe qui permet au moins de se mettre d'accord. Donc, franchement, à dire que l'Europe forte n'est pas possible sans l'Ukraine, l'Ukraine dans l'Europe, c'est la fin de l'Europe. Voilà, faut être clair, ça va nous coûter encore une blinde et ça va ne rien nous apporter du tout. Est-ce qu'on peut me dire ce qu'un comique qui fait des films et qui fait du piano avec son zizi peut apporter à l'Europe? Soulignant ainsi l'interdépendance croissante entre les deux entités. Une interdépendance, comme la corde et le pendu. Il y a une interdépendance entre les deux. Hadjij Labib, ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Labib est le ministre belge des Affaires étrangères. Aucun commentaire. A prévenu que je ne le connaissais pas. Mais ok, sûrement quelqu'un de très bien. Si vous le connaissez, hein, les Belges, dites-moi dans les commentaires si c'est quelqu'un de fantastique. Je ne le connais pas. A prévenu que ces négociations seraient rigoureuses et exigeantes. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a également salué cette nouvelle comme étant positive, là tu m'étonnes, même si la route vers l'adhésion est encore longue et complexe. Je ne comprends même pas, moi, qu'on commence ce genre de truc. Les obstacles hongrois. Merci à la Hongrie d'être un tout petit peu plus réfléchie que les autres. Cependant, l'unanimité n'est pas totale au sein de l'Union européenne. La Hongrie, représentée par son ministre des Affaires européennes, János Bokka, a exprimé des réserves, jugeant que l'Ukraine est encore très loin de remplir les critères nécessaires. La position hongroise s'est révélée problématique lors des discussions, Budapest ayant bloqué à plusieurs reprises des décisions cruciales concernant l'Ukraine. En décembre dernier, 26 pays de l'UE ont dû user de toute leur ingéniosité pour convaincre la Hongrie de ne pas bloquer l'ouverture des négociations. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, s'est finalement absenté d'un sommet des dirigeants des 27, permettant aux autres de procéder à l'ouverture des négociations. La Hongrie, État membre de l'UE la plus proche de la Russie, bloque également toute aide militaire européenne à Kiev. Les perspectives sont inquiétantes pour Bruxelles, notamment en raison de la présidence hongroise du Conseil de l'UE prévue pour le 1er juillet. Gabrielus Landsbergis, ministre lituanien des Affaires étrangères, a exprimé son agacement face au blocage hongrois, estimant qu'environ 40% des décisions voulues par l'UE sur l'Ukraine sont bloquées. Oui, mais, enfin, honnêtement,
Moi, je comprends pas cet amour. D'ailleurs, il n'existait pas cet amour de l'Ukraine avant tout d'un coup que la Russie l'envahisse. On détestait l'Ukraine, tout le monde disait que l'Ukraine ne pouvait pas être acceptée en Europe. Moi, je veux bien qu'on retourne sa veste. Quand tu es un homme politique, tu retournes ta veste de tous côtés, c'est l'habitude, c'est comme ça. Mais enfin, regardez ce pays, regardez ce qu'est l'Ukraine. C'est pas un parangon de vertu. Il y a un moment, il faut aussi regarder les choses en face. Le processus de négociation. Les négociations d'adhésion sont encadrées par une conférence intergouvernementale, CIG. Après l'Ukraine, des discussions formelles avec la Moldavie devraient également être ouvertes. Mais il y en a marre! Mais il y en a marre! Je veux pas d'Ukrainiens, je veux pas de Moldaves, je veux pas de Turcs, je veux plus personne! Mais est-ce que le message des élections n'a pas été clair? J'ai rien contre les Moldaves, je sais même pas qui c'est. Donc c'est pas contre eux. Je dis juste la barbe. Ça marche pas. Votre truc marche pas. C'est le bazar. C'est le foutoir intégral. On n'a plus de croissance. On a une immigration incontrôlée. Est-ce qu'à un moment on peut s'arrêter et réfléchir? J'en perds ma voix. Mais la barbe. T'as l'impression que c'est débile? Tout ce qu'ils veulent, c'est élargir, 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 sans réfléchir. Si on avait une forte croissance, on était numéro 1 mondiaux, que tout se passait bien, on pourrait dire, attendez, ça marche, on élargit, ça marche, regardez, on est numéro 1 mondiaux, tout se passe bien, on a une croissance de folie, tout va bien. Continuons. Mais non, c'est le bazar. Donc ça marche pas. Donc la moindre des choses, c'est de dire, bon, on stoppe, on remet un peu d'huile dans les rouages, on regarde ce qui marche pas, on regarde ce qui énerve le peuple, pourquoi il vote toujours de plus en plus à droite. Et quand on aura fait ça, on saura quoi faire. On pourra à ce moment-là aller chercher les Moldaves, les Turcs, les Ukrainiens, les je ne sais pas quoi. Mais pour l'instant, ça ne marche pas. Alors arrêtez. Arrêtez. Toutefois, dans le cas de l'Ukraine et de la Moldavie, ce processus pourrait être accéléré car les institutions européennes ont déjà une bonne connaissance de leur situation. C'est ça, accélérons les choses. Allons encore plus vite. Mais déjà, vous savez, c'est quelque chose qui était arrivé avec Jacques Chirac, c'est-à-dire que on était 12. Ça marchait pas. Il y avait plein de choses, on voyait bien que ça marchait pas parce que on n'arrivait pas à prendre des décisions. On était trop nombreux pour prendre des décisions, ça coinçait, etc. Bon. Un homme normal aurait dit, OK, on stoppe, et on trouve comment introduire de la souplesse dans le fonctionnement pour qu'on puisse prendre des décisions qui conviennent au peuple. Bon. Jacques Chirac s'est dit, non, 15 de plus. Ça marche pas à 12, ça va marcher mieux à 27. Et la raison qu'il nous a donnée, c'était, ces d'anciens pays communistes, on leur doit quelque chose. Je dois rien à personne, moi, Jacques. Rien du tout. Ils sont communistes, c'est leur problème. C'est pas moi, Français, qui ai fait en sorte que la Roumanie soit un pays communiste. Que la Hongrie soit un pays communiste, j'y suis pour rien, moi. Donc je dois rien. Mais c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a vendu. Donc on devait bien fermer nos bouches parce qu'on leur devait quelque chose. C'est comme actuellement avec l'Afrique et l'Afrique du Nord, on leur doit quelque chose. Moi, je n'ai jamais conquis personne, j'ai jamais esclavagisé personne, j'ai jamais colonisé personne, jamais, jamais, jamais. Mais je leur dois quelque chose. En dehors de mon pied au cul, je sais pas quoi, mais enfin, je leur dois quelque chose. Et Jacques Chirac nous avait fait la même chose pour passer de 15 à 27. Et depuis, l'obsession de l'Europe, c'est de dire ça marche pas.
ça fonctionne pas, c'est le bazar, on va s'élargir. Je ne comprends même pas l'intelligence ou le début d'intelligence qu'il y a derrière ça. Surtout que si l'élargissement de 12 à 27 avait marché, j'aurais dit, bon bah ok, c'est moi qui suis un imbécile, Jacques Chirac avait raison. Mais on peut pas dire que ça ait marché. L'UE a demandé à Kiev de prendre des mesures contre la corruption. Ah, ils vont virer le président alors. À moins que Zelensky ait arrêté toute corruption depuis le début de la guerre. Mais sinon, il a été quand même chopé, la main dans le sac, la main dans le pot de confiture par les Panama Papers. Et l'influence des oligarques, et il y a eu d'autres trucs de corruption pendant, alors pas qui touchent pas Zelensky, mais qui touchent des gens haut placés, voire des ministres. Pendant la guerre contre la Russie, j'ai fait des vidéos là-dessus. Et l'influence des oligarques et de mieux intégrer les minorités, une demande appuyée par Budapest en raison de la présence d'une communauté hongroise en Ukraine. En juin 2022, l'Ukraine a obtenu le statut de candidat à l'adhésion. Après la guerre, encore une fois, avant la guerre, on ne voulait pas en entendre parler. Avant la guerre, on ne voulait pas entendre parler de ce pays qui était corrompu et qui en plus organisait des trafics de mineurs, des trafics d'humains. On ne voulait pas en entendre parler. Mais en juin 2022, l'Ukraine a obtenu le statut de candidat à l'adhésion, un geste symbolique quelques mois après le début de la guerre avec la Russie. Cependant, cette ouverture des négociations n'est qu'une étape dans un processus long et difficile. Les enjeux économiques et politiques. L'Ukraine, pays de plus de 40 millions d'habitants et puissance agricole, présente des défis considérables pour l'Union européenne, notamment en termes de financement. L'intégration de l'Ukraine signifierait que les aides financières européennes devront être augmentées. Donc ils sont 40 millions, ça veut dire qu'ils vont avoir un poids politique très élevé, pour tout ce qui est vote, mais en plus il va falloir aider davantage. Vous allez devoir encore donner plus d'argent. Parce que tout le monde sait, les Français sont riches. Ah oui, parce que l'argent, pour ceux d'entre vous qui en doutent, c'est pas l'État qui paye, c'est vous. C'est clairement vous par des impôts. Donc là, ce qu'on est en train de vous raconter, c'est dire, écoutez, quand on leur a intégré, il va falloir que vous donniez un peu plus d'argent aux Ukrainiens. Là, les milliards qu'a distribué Macron, alors qu'on est déjà sur la paille, c'est qu'un début. C'est une mise en bouche. Vous allez devoir payer davantage. Soyez contents. Vous leur devez quelque chose à eux aussi. Nous, on doit de l'argent, on doit quelque chose à l'ensemble de la Terre. Tous ceux qui veulent nous faire les poches ont le droit de nous faire les poches parce qu'on leur doit quelque chose. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Mais on leur doit quelque chose. Donc ils peuvent nous faire les poches, tranquillement. Et nous, la seule chose qu'on doit faire, c'est baisser la tête. Donc l'intégration de l'Ukraine signifierait que les aides financières européennes devront être augmentées, ce qui pourrait poser problème dans un contexte économique déjà tendu pour l'UE. Volodymyr Zelensky a salué l'ouverture des négociations comme la réalisation d'un rêve européen. Pour lui, c'est clair, ça doit être le rêve européen. Moi, ça serait plutôt le cauchemar ukrainien, mais chacun son truc. Il espère que ce processus facilitera l'obtention d'aide militaire, donc plus de sous-sous, et économique de l'UE. Au moins c'est clair. Au moins c'est clair, il veut vos sous-sous. Pour soutenir Kiev dans sa guerre contre la Russie. Un haut responsable ukrainien, Igor Jovska, a souligné que l'aide de l'UE sera désormais perçue comme destinée à un futur membre de l'Union européenne et non à un pays tiers, ce qui pourrait changer fondamentalement l'approche des États membres. Donc on va donner plus d'argent à l'Ukraine encore. Mais dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est bien, si vous êtes prêt à payer davantage pour l'Ukraine, si vous pensez qu'il faut donner plus de vos sous à vous, à l'Ukraine. Dites-le moi. Si c'est ça la panacée. C'est pour ça que vous avez voté. Est-ce que c'est ça que vous avez voté aux européennes? C'était pas il y a longtemps, hein? Il y a quoi, 15 jours, 3 semaines, vous avez voté aux européennes. Vous avez voté pour donner plus d'argent à l'Ukraine?
Vous avez l'impression que la voix du peuple, c'était plus d'argent à l'Ukraine. Une adhésion longue à concrétiser, j'espère bien, oui. La perspective d'une adhésion rapide reste incertaine. Espérons. Kiev devra mener des négociations de manière intensive, tout en défendant ses intérêts économiques. L'adhésion ne se produira probablement qu'après une victoire sur la Russie, selon les responsables ukrainiens, ce qui implique que les conditions géopolitiques devront être radicalement différentes. Il y a intérêt, sinon on est en guerre. Si un pays européen se retrouve en guerre, fatalement on se retrouve tous en guerre. Donc, c'est pas la peine non plus d'intégrer un pays qui est en guerre. Voilà. Conclusion, l'ouverture des négociations d'adhésion entre l'Union européenne et l'Ukraine est une étape cruciale mais complexe. Elle symbolise l'espoir d'un futur commun et plus stable, tout en mettant en lumière les défis économiques et politiques que cette intégration pose. L'Union européenne doit naviguer entre soutien indéfectible à l'Ukraine et réalité économique interne, tout en gérant les divergences politiques au sein de ses propres rangs. La situation met en lumière la nécessité pour l'Union européenne de trouver un équilibre entre ses valeurs de solidarité et les impératifs économiques et stratégiques. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vraiment, comme moi, est-ce que vous avez comme moi l'impression qu'on nous prend pour des veaux, en fait? En fait, on n'en a rien à faire de ce que l'on vote, mais rien du tout. On se fout de nous, mais dans des proportions bibliques. On se fout totalement de nous. Est-ce que l'un d'entre vous a eu l'impression que le message envoyé aux européennes, ça a été plus de pays européens? Faites rentrer d'autres nouveaux pays dans l'Europe. Est-ce que l'un d'entre vous a eu cette impression-là? Est-ce que l'un d'entre vous a eu l'impression que le message envoyé lors du vote, ça a été payons, on est d'accord pour payer plus d'impôts pour que vous donniez plus d'argent à l'Ukraine? Est-ce que l'un d'entre vous a eu cette impression-là? Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez l'impression, comme moi, que peu importe ce qu'on vote, ils font ce qu'ils veulent. C'est délirant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.